la vérité. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les caractéristiques du flux subsonique et la transmission de l'information dans une tuyère convergente. Mais une telle conception n'est pas adaptée aux spécificités du supersonique. Alors, comment conçoit-on une tuyère supersonique? Et pourquoi sa forme doit-elle s'adapter en permanence? Découvrons ensemble les secrets de la propulsion avancée. Beaucoup pensent à tort que la puissance supersonique provient de la force brute de la turbine. En réalité, le cœur du moteur ne produit que de l'air en colère, un gaz à haute température et haute pression. La véritable transformation de l'énergie en vitesse se produit dans ce conduit à l'apparence simple situé à l'arrière, la tuyère. Même le statoréacteur, d'une simplicité structurelle et conçu pour le vol hypersonique, est loin d'être un simple tube à flamme droit. Son âme réside dans la tuyère de Laval. Grâce au prodige géométrique d'une section convergente-divergente, l'écoulement brise le mur du son au niveau du col, et dans la section divergente, son énergie interne est entièrement exploitée, transformée en une déferlante de quantité de mouvements ultra élevés. Sans la contrainte de cette géométrie spécifique, même la combustion la plus furieuse ne serait qu'une expansion vaine. Revenons à notre vidéo précédente. Lorsqu'un flux subsonique est accéléré jusqu'à la vitesse du son via une tuyère convergente, une accélération supplémentaire nécessite une augmentation de la section de l'écoulement. Pour aller plus loin, le conduit ne doit plus se rétrécir mais au contraire s'élargir, permettant ainsi au flux venant de franchir le mur du son de s'accélérer davantage en régime supersonique. Ce profil aérodynamique si particulier est la célèbre tuyère de Laval. Pour dompter la fureur de la vapeur à haute pression, l'inventeur suédois Gustaf de Laval proposa en 1888 une conception contre-intuitive. À l'époque, on cherchait désespérément à améliorer l'efficacité des turbines à vapeur. De Laval comprit que les buses convergentes traditionnelles emprisonnaient le flux sous le carcan de la vitesse du son. Il eut alors l'audace d'ajouter un pavillon évasé après la section convergente. Ce changement géométrique, simple en apparence, libéra le potentiel d'expansion du gaz, permettant à la vapeur de franchir le mur du son pour la première fois dans une machine humaine, ouvrant ainsi à l'humanité les portes de l'ère supersonique. Aujourd'hui, la tuyère de Laval a depuis longtemps quitté les usines à vapeur pour investir l'aérospatiale et même le domaine de la micro-industrie, comme dans nos familiers extincteurs. Le couplage entre l'entrée de la tuyère et l'arrière du moteur définit directement les caractéristiques du champ d'écoulement à l'intérieur de la tuyère de Laval. Pour des dimensions de modélisation spécifiques, des températures d'entrée de 900 Kelvin et 2000 Kelvin et une pression atmosphérique standard, le système présente 3 modes typiques. Parmi ces modes, l'expansion complète, Perfect Expansion, offre l'efficacité aérodynamique la plus élevée. Lorsque la pression d'entrée est d'environ 543 kPa, le nombre de mâches au col approche la valeur critique de 1. À ce stade, la distribution de la vitesse le long de l'axe de la tuyère est fluide, sans discontinuité de choc notable. La pression de sortie correspond précisément à la pression ambiante, la différence calculée étant quasi nulle, atteignant ainsi l'état optimal de conversion d'énergie. Sur cette base, la pression de paroi et la poussée à la sortie sont calculées. Étant donné que la pression de sortie est pratiquement identique à la pression atmosphérique, la poussée peut être simplifiée au produit du débit massique par la vitesse de sortie. L'analyse de la poussée d'une demi-tuyère permet d'obtenir 2 paramètres clés. Le premier est le coefficient de poussée, qui mesure l'efficacité de la tuyère à convertir la pression de la chambre de combustion en poussée. Le second est l'impulsion spécifique, qui représente la poussée générée par unité de masse de propergol, constituant un indicateur essentiel de l'efficacité énergétique du système propulsif. En conditions d'expansion complète, on observe un coefficient de poussée d'environ 1,35, ce qui correspond à un niveau de performance optimal.
Avec une température de combustion de 900 Kelvin, l'impulsion spécifique est de 87 secondes, ce qui signifie que chaque kilogramme de propergol consommé produit environ 87 unités de poussée. En augmentant la température totale à l'entrée de 900 Kelvin à 2000 Kelvin, l'impulsion spécifique du système a progressé de 48% pour atteindre 130 secondes. Ce résultat démontre quantitativement l'effet de gain de l'apport thermique sur la vitesse d'éjection effective. En associant cela au coefficient de poussée élevé de 1,35, on confirme que la tuyère maintient une excellente efficacité d'expansion aérodynamique sur une large plage de température, réussissant ainsi une conversion efficace de l'énergie thermique en énergie mécanique. Ces résultats de simulation sont pleinement satisfaisants. Lorsque la pression de sortie du moteur chute nettement en dessous de la référence d'expansion complète, par exemple à 100 kPa, l'écoulement subit une surexpansion à l'intérieur de la section divergente. Pour s'adapter à la pression atmosphérique ambiante, de fortes ondes de choc obliques à Shandaig se forment dans la tuyère, provoquant parfois un décollement de couche limite, flow separation. Ce phénomène crée des zones de pression négative sur les parois, ce qui neutralise considérablement la poussée cinétique. En conséquence, le coefficient de poussée et l'impulsion spécifique s'effondrent, marquant un grave déficit d'efficacité aérodynamique. A l'inverse, lorsque la pression de sortie du moteur est supérieure au seuil d'expansion complète, le flux ne libère pas toute son énergie potentielle de pression avant d'atteindre le plan de sortie, entrant ainsi dans un état de sous-expansion. Le jet continue de se détendre à l'extérieur de la tuyère, formant des structures d'ondes caractéristiques appelées disques de Mach, shock diamonds. Comme une partie de l'énergie de pression n'est pas convertie en quantité de mouvement axial sur les parois de la tuyère, le coefficient de poussée n'atteint pas son pic théorique pour ce rapport de pression, entraînant une perte d'efficacité propulsive potentielle. Aussi élégante et scientifique que soit sa conception, une tuyère de Laval fixe possède un point faible fatal. Sa géométrie est figée. Chaque conduit fixe ne correspond qu'à une seule altitude de vol et un seul niveau de poussée optimaux. Dès qu'un avion passe d'une croisière subsonique au vol supersonique, comme le célèbre Concorde, ou s'élève du niveau de la mer jusqu'à 20 potts 1000 mètres d'altitude, la tuyère à forme fixe devient incapable de s'adapter aux changements brutaux de pression ambiante, entraînant une chute brutale de son efficacité. Pour conquérir toutes les altitudes et tous les domaines de vol, les ingénieurs ont donné vie à la tuyère. C'est ce qu'on appelle la tuyère à géométrie variable. En ajustant l'air du col, elle contrôle le débit et la contrepression du moteur comme une véritable respiration, garantissant que le cœur du réacteur fonctionne toujours à son régime optimal. En parallèle, l'ouverture et la fermeture synchronisée de la section divergente permettent d'aligner en temps réel le flux sur la pression atmosphérique extérieure. Dans les équations dynamiques d'une tuyère de Laval, l'air du col joue le rôle de vanne maîtresse, régulant principalement le débit massique et la contrepression thermodynamique. Expansion du col. Cela revient à lever les restrictions de flux pour obtenir une base de masse plus importante, mais au prix d'un sacrifice du rapport d'expansion par rapport à la sortie, ce qui peut mener à une sous-expansion. Contraction du col. A l'inverse, elle établit un potentiel énergétique extrême par une compression maximale. Bien que le débit soit limité, elle confère à chaque unité de gaz un potentiel d'expansion bien plus puissant. Lors de la simulation de tuyères à géométrie variable, le schéma transitoire implicite gère de manière plus robuste les variations de la matrice jacobienne induites par la mise à jour du maillage dynamique grâce à des itérations internes à chaque pas de temps. Cela garantit la stabilité du calcul dans les zones à fort gradient de nombre de Mach comme au col. En comparant les profils de parois entre la géométrie fixe et la configuration déformée, morphing, on peut clairement observer la variation de la section du col. La formule de déformation est centrée sur le point le plus bas du col,
entraînant une déformation coordonnée des sections convergentes et divergentes. Cette stratégie d'ajustement synchrone garantit une transition fluide de la courbure de la paroi, améliorant ainsi la stabilité du champ d'écoulement pendant le calcul. Les valeurs de pression et de température d'entrée utilisées ici sont maintenues identiques à celles de l'état non déformé en détente complète. Cela permet de mieux comparer les variations numériques après la déformation. Grâce à l'API Python, nous pouvons extraire et traiter les résultats de StarCCM en temps réel. Nous présentons ici 3 séries de comparaisons avant et après déformation, en commençant par l'évolution du nombre de Mach à la sortie. On observe qu'une fois le col rétréci, le débit massique diminue. L'écoulement dans la partie divergente passe d'une détente complète à une surdétente, ce qui accélère davantage le flux tout en réduisant encore la pression. En raison de la baisse du débit global et de l'augmentation de la pression négative en sortie, la poussée totale diminue en réalité. Ensuite, examinons l'évolution du nombre de Mach et de la pression au niveau du col. Avec la contraction, le rayon initial de 0,3 m est passé à 0,23 m. On peut observer ici la perte de données correspondant à la réduction de largeur. Parallèlement, les valeurs numériques locales restent quasiment inchangées, maintenant un nombre de Mach proche de 1. Enfin, voici l'évolution du nombre de Mach et de la pression le long de l'axe central de la tuyère. À l'intérieur de la tuyère, soit sur une distance inférieure à 0,9 m, le nombre de Mach augmente continuellement pour atteindre environ 1,0 au col et près de 2,0 à la sortie. Comme la simulation initiale est en détente complète, le flux en aval est relativement stable, sans saut majeur ni onde de choc. Dès que la section du col est modifiée, on constate une accélération supplémentaire dans la partie divergente. Environ 0,5 m après la sortie, un saut de vitesse flagrant apparaît. Il s'agit d'une onde de choc. Parallèlement, la pression subit également un saut brusque, augmentant rapidement. C'est précisément ce qui génère le phénomène des disques de Mach. La modification de l'aire de sortie altère directement le rapport d'expansion, ce qui dicte la liberté de l'écoulement après le col et verrouille l'équilibre entre le nombre de Mach et la pression statique à la sortie. En cas de surexpansion de la sortie, l'écoulement bénéficie d'un espace d'expansion luxueux, provoquant une envolée de la vitesse au prix d'une chute brutale de la pression statique. Dès que la pression de sortie tombe sous la pression ambiante, cela déclenche une surexpansion. Des ondes de choc remontent à l'intérieur de la tuyère, menant potentiellement à un décollement sévère de la couche limite, ce qui fait s'effondrer instantanément l'efficacité de la poussée. En cas d'expansion restreinte de la sortie, l'écoulement est piégé dans un passage étroit, entraînant une sous-expansion. Cela signifie qu'une grande partie de l'énergie interne, qui aurait dû être convertie en énergie cinétique, est évacuée prématurément. Le gaz à haute température et haute pression subit une expansion explosive à l'extérieur de la tuyère, laissant derrière lui de brillants mais regrettables disques de Mach. Avant et après la déformation de la sortie, les différentes propriétés physiques de l'écoulement au niveau du col ne sont pratiquement pas affectées. Le nombre de Mach au centre de la sortie présente une augmentation significative, tandis que l'accroissement près des bords est peu marqué. Comme certains points d'échantillonnage initiaux se situent dans le flux ambiant, influencé par le sillage de la tuyère, le nombre de Mach y est d'environ 0,6. Le long de l'axe central, avec l'accentuation de la déformation, le nombre de Mach à la sortie augmente légèrement. Cependant, la stabilité de la vitesse à l'extérieur de la tuyère diminue, entraînant des fluctuations plus importantes du nombre de Mach. En réalité, l'augmentation ou la diminution de la poussée finale n'est pas une simple addition linéaire de la surface. C'est plutôt un équilibre dynamique entre le débit massique, la vitesse d'éjection et l'adaptation de la pression, soit le résultat des déformations dynamiques au niveau du col et de la sortie de tuyère. C'est précisément ce que nous explorerons dans la prochaine vidéo. À la prochaine.